Pourquoi faire une thèse? Je vous explique mon activité de thésarde. Vous savez que je dois remettre ma thèse en juin. Et juin, c'est même pas dans 3 mois, c'est demain. Une thèse sur quoi? Sur rien. Mais, excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse, Bonjour, vous écoutez Thésard, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales, réalisé par Marianne Le Gagneur et Jeanne Perrier. On dit parfois qu'une bonne thèse est une thèse écrite. Mais qu'est-ce que ça produit alors de ne pas écrire sa thèse? Qu'est-ce qui se passe quand on ne va pas au bout? Arrêter, comme cette série d'épisodes le montre, n'est pas évident. Certains arrêts semblent plus faciles que d'autres car la décision s'impose vite. Mais le manuel d'autodéfense universitaire, publié en janvier par un collectif de personnes passées par la thèse et disponible en ligne, pose la question suivante. Comment je fais pour formuler que ça ne me convient pas, alors que l'abandon est socialement, professionnellement et ou psychologiquement inacceptable? En fait, comment ça se passe d'arrêter sa thèse? Cet épisode donne la parole à Cécile, ancienne doctorante ayant arrêté en 3e année. Nous avons essayé de poser cette question sans voyeurisme, et Cécile a expliqué ses années de thèse avec beaucoup de patience et de recul. Pour nous, son récit permet de remettre la thèse à sa place et aide à l'envisager comme un travail. Si vous vous posez la question d'arrêter, ou bien que ça ne va pas très bien avec votre thèse en ce moment, cet épisode peut être difficile à écouter, nous tenions à vous prévenir. Vous l'entendrez parler de son arrivée à la thèse, de sa recherche sur l'économie des transports. Nous avons aussi parlé de la question du syndrome de l'imposteur et de son impact sur la santé mentale, ainsi que la question du prestige de la recherche, qui peut compliquer l'expérience doctorale. Bonne écoute. Je m'appelle Cécile et j'ai 30 ans. Je suis chargée d'études en économie dans une grande entreprise publique depuis la fin de l'année 2018. Et j'ai été en thèse de 2015 à 2018 dans cette même entreprise. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette thèse et du moment où tu la commences, des conditions dans lesquelles tu la débutes? Donc, j'ai pendant mon master, donc j'ai fait un parcours universitaire un peu chaotique au début, avec une réorientation en première année, puis ensuite ça se déroule facilement, licence Erasmus. Et en master, j'intègre un master d'économie en première année qui est rattaché à un laboratoire d'économie des transports, et je cherche un emploi pour financer mes études. Et j'ai trouvé un emploi au sein de ce laboratoire, un peu par hasard, pour porter un projet de recherche européen et coordonner les travaux qui étaient faits dans le laboratoire au titre de la Commission européenne. Je l'ai fait en Master 1, je l'ai fait en Master 2, et en parallèle, du coup, avec le Master 2, je développais d'autres sujets de recherche, avec ce qui deviendra mon directeur de thèse, pour lequel je travaillais à ce moment-là. Donc, je rentre en thèse, notamment via tout un réseau de docteurs que lui avait encadré, dont un qui m'a prise en cifre, puisqu'on s'est retrouvés sur un sujet d'intérêt commun qui était l'évaluation des effets économiques externes, donc tout ce qui ne touche pas directement les populations visées, des infrastructures de transport. Puis ensuite, assez rapidement, je décide de déménager à Paris. Je n'étais pas à Paris à ce moment-là, pour être à 100% à Paris, ce qui était un souhait autant personnel que professionnel. J'avais un peu envie de changer d'air aussi. Et première année, je garde le lien en faisant beaucoup d'enseignements dans la ville de mon laboratoire. Et puis voilà, un parcours relativement classique pendant le déroulé de thèse. Et est-ce que tu peux nous parler de ta première expérience de recherche, du coup, qui a lieu pendant le master? Comment ça s'est passé? Ça te donne envie d'aller vers la thèse? Oui, complètement. Je pense que ça plante un peu les racines de ce qui a fait mon envie et puis aussi mon image de la recherche, puisque en tant que coordinatrice, je devais en fait faire la synthèse d'entretiens, d'avis, de recherche de plusieurs chercheurs autour d'une question. Donc, il y avait un travail de compilation de travaux qui m'a donné un aperçu assez inédit en fait de travaux de recherche, comment ça se déroule, comment pense un chercheur, ne serait-ce que ça, comment il construit son idée,
Et aussi de trier entre ce que j'estimais être un bon chercheur d'un mauvais chercheur et me façonner petit à petit ma propre image du chercheur idéal. Et à force de travailler, de côtoyer ces gens-là, je me suis dit, oh, j'aimerais beaucoup être comme eux plus tard, quand je serai grande. Et la première étape semblait être la thèse. Et en parallèle, on avait avec mon futur, donc à cette époque, le directeur de thèse, trouvé un sujet qui nous passionnait tous les deux. Et qu'on avait envie de travailler plus avant. Et donc, voilà, les choses se sont fait naturellement. Et en Master 2, du coup, je travaillais avec eux, je faisais le master et j'ai fait, donc au second semestre, un mémoire de recherche avec lui sur le sujet qui deviendra mon sujet de thèse. Et est-ce que tu peux nous parler plus justement de ce sujet de thèse, de comment tu y es arrivé? Donc on comprend que évidemment c'est un choix qui s'est fait avec le directeur de thèse, mais du coup c'était aussi un sujet qui t'intéressait plus personnellement. Le sujet de l'économie des transports, c'est un sujet qui est passionnant. Alors en économie, c'est un objet d'étude assez particulier puisque on retire rien de prendre les transports en économie. En fait, c'est plutôt un coût que l'on est obligé de consentir à payer pour faire une activité qui, elle, a de la valeur. Donc, évaluer l'impact d'un projet de transport qui se chiffre au moins à des centaines de millions d'euros, dans certains gros cas, comme des lignes à grande vitesse, par exemple, c'est réfléchir à ce que vont faire les gens qui sont à bord du train. Et en fait, donc l'objectif de mon travail était de fournir une évaluation qui permettait d'une part de rendre rigoureux ces hypothèses, la construction de ces scénarios-là sur comment vont réinvestir ce gain de temps soudain qu'ont les passagers dans un train. Là, je parle de train, mais ça peut être n'importe quel mode de transport. Et en même temps aussi d'avoir une portée un peu politique, et ça c'est l'aspect peut-être plus conviction personnelle, d'orienter les choix d'investissement public pour qu'ils servent le plus possible à la collectivité en générant le plus possible de bénéfices économiques. Ce qui n'était pas évidemment pas toujours prioritaire puisqu'on a des choix électoraux forts de la part des politiques, ce qui se comprend dans leur champ d'action, mais aussi qui était mal cadré en termes d'évaluation. Nous n'avions pas les outils pour évaluer ce genre d'impact-là qui sont peu traditionnels. Et enfin, ça s'inscrivait dans un champ de recherche qui, à l'international, était en plein développement, sur des travaux avec des approches qui reflétaient beaucoup des approches quasi nationales. Alors, il y avait l'approche anglo-saxonne, l'approche chinoise, l'approche italienne d'évaluation, et c'était aussi intéressant par ces différentes perspectives. Donc voilà, une recherche d'intérêt pour moi un peu triple. Et donc avant de commencer cette thèse, puisque tu es déjà bien intégrée dans le laboratoire, finalement tu connais déjà des doctorants, donc contrairement à beaucoup de gens, tu as déjà quelque part une image de ce que c'est que de faire de la recherche. Pendant mes 2 ans passés au laboratoire, je côtoie donc tous ces chercheurs pour lesquels je travaille. Alors je dis tous, ils étaient 3 dans ce laboratoire et puis ensuite il y en avait dans d'autres universités. Et je crée, alors en plus de ma promotion de master, effectivement, je travaille aux côtés de chercheurs qui sont dans des domaines très différents, notamment parfois des sociologues aussi, donc une ouverture de champ hyper intéressante, et des doctorants en début comme en fin de thèse, certains que j'ai eu la chance de voir évoluer d'ailleurs tout le long de la thèse jusqu'à la soutenance, donc avec beaucoup de bonheur, et donc de baigner complètement dans ce que j'imaginais être mon futur, tel qu'en tout cas j'avais envie de le vivre, et qui s'est passé un peu différemment, puisque par définition je n'étais pas au laboratoire déjà, premier point. Et puis j'ai développé toute cette admiration pour mes camarades de labo, et notamment c'est eux qui m'ont transmis l'amour, c'est un peu galvaudé comme terme, mais l'amour de l'enseignement, pour ce que j'ai pu faire comme enseignement, qui n'est pas non plus une carrière professorale incroyable, mais qui m'ont transmis la sensibilité à l'enseignement, son intérêt, ses méthodes aussi parfois. Et ce qui a beaucoup fonctionné, puisque j'ai adoré enseigner pendant la thèse, et j'ai d'ailleurs beaucoup enseigné. Donc,
Et justement, donc, tu expliques que tu n'es pas au laboratoire pendant la thèse. Donc, c'est lié en partie à ton financement, c'est ça? Alors, c'est lié, donc ma présence à 100% quasiment à Paris est liée à plusieurs facteurs. Déjà, j'ai passé 2 ans dans ce laboratoire, donc j'avais une envie de changer d'air un peu pressante. À force de faire les allers-retours, donc j'ai eu des cours à donner tout de suite, dès la rentrée universitaire. Donc j'ai dû commencer ma thèse en octobre, dès septembre, je donnais déjà des cours. Et je faisais les allers-retours que beaucoup font sans embûche. Moi, ça me fatiguait un petit peu. J'avais la découverte de Paris aussi, le regroupement avec tous mes amis, vraiment. Donc, j'ai perdu de l'intérêt à aller dans la ville de mon laboratoire. Et par ailleurs, il y avait une espèce d'inertie d'ambiance qui joue d'ailleurs beaucoup, à mon avis, dans mon éloignement de la recherche. Une ambiance un peu pesante, très sympathique, mais qui n'était pas dans une dynamique comme je pouvais en trouver en entreprise, avec un rythme assez soutenu, notamment de réunions, mais de projets, d'échanges. Voilà, on était vraiment sur une vie de laboratoire quasi cliché, avec des gens très studieux, un calme ambiant très prégnant, et je pense que c'est aussi ça qui m'a fait m'en éloigner. Ouais. Et du coup, au début de la thèse et peut-être au fil de la thèse, donc vu que tu as un financement CIFRE, tu passes du temps, enfin plus de temps à l'entreprise. Oui, tout à fait. Donc, je passe le 4 jours sur 5 en entreprise, une journée pour l'enseignement. En entreprise, tout se déroule de manière, je dirais, idéale. Donc, on est sur une configuration de thèse idéale. Matériellement parlant, j'entends donc un directeur de thèse avec un curriculum vitae d'encadrement assez long, un encadrant tout à fait brillant, une entreprise très accueillante avec un salaire, alors pas un salaire évidemment de salarié normal, ça se saurait, mais un salaire assez confortable pour vivre à Paris en tout cas, et une acceptation de mon emploi du temps jamais contestée, enfin, jamais remise en cause. J'organisais mon temps comme je le voulais, ce qui a peut-être causé ma perte d'ailleurs, mais en tout cas, on ne discutait pas mes choix de partage du temps, mes choix d'enseignement. Voilà, c'était très libre. Donc, tu nous expliques comment c'est cette thèse dans de bonnes conditions. Donc, la première année qui se déroule un peu de manière idyllique, pour reprendre tes mots. La suite, la deuxième année se déroule de la même manière. Alors, en globalité, cette thèse, elle se déroule quand on est extérieur à moi. Elle se déroule idéalement. Je vais en conférence, ça se passe très bien. D'ailleurs, c'est dans mes souvenirs les plus heureux, les conférences, puisque c'est les seuls moments où j'arrivais à montrer mon travail, à avoir un retour, et il était essentiellement positif. Je participe à des réunions sur des projets pour essayer d'apporter ma contribution. J'enseignais, l'enseignement se passait très bien, les évaluations d'enseignement étaient positives aussi. Donc, sur le papier, tout allait bien. Mais il s'avère que sur mon papier à moi, il n'y avait rien en fait. Il n'y avait rien pendant ce temps-là, je n'avançais pas, je n'écrivais rien, j'avais une dispersion énorme de recherche. Je ne savais plus par quel bout attaquer mon sujet, je ne savais plus quel était mon objectif, mais je crois avoir donné un peu l'illusion que ça fonctionnait pendant peut-être pas 3 ans, mais au moins 2 ans et demi. Mais notamment assez naïvement parce que j'adorais mon sujet. J'adore toujours mon sujet. D'ailleurs, je n'ai pas renié tout de suite ce pourquoi je me suis lancée dans cette thèse, évidemment. Ni mon amour de la rationalisation des choix des investissements publics, mais je me suis perdue en cours de route sans en donner plus l'impression que ça. Alors, il y a des échéances que je ne remplissais pas, j'avais toujours une bonne excuse pour pas rendre telle ou telle chose, mais le peu de moments où on me demandait de montrer que ça avançait, j'y arrivais à peu près
à peu près. Je pense que mon encadrant et mon directeur ont bien dû se dire à mi-parcours que ce serait bien quand même que je ponde quelque chose par écrit, mais alors encore une fois, on revient aux conditions idéales de réalisation de la thèse, ils étaient tout à fait compréhensifs, l'un comme l'autre. Donc, je pense avoir donné ce change et m'être du coup enfermée toute seule dans mon petit schéma d'échec, ne m'en confiant à personne. Et le peu de doctorants que je côtoyais encore, beaucoup moins puisque j'étais plus au laboratoire, que je côtoyais encore, m'impressionnait. Alors de doctorants dans ma discipline, parce que sinon je côtoyais beaucoup de doctorants dans l'entreprise dans laquelle j'étais, mais m'impressionnait et je me confiais jamais à eux, quoi. Ils réussissaient bien trop pour moi, comparé à ma situation ressentie en tout cas. Et avec les doctorants à l'entreprise, l'ambiance est un peu différente. Vous avez plus des échanges peut-être horizontaux ou... Cette thèse, elle a été pas mal à mon image puisque j'ai tout fait sauf la thèse, donc une capacité de dispersion assez incroyable. Et dans l'entreprise dans laquelle j'étais, j'ai pris la présidence de l'association des doctorants de l'entreprise. Déjà, ça me passionnait. En plus, je pense que je sentais déjà venir le fait que moi, je n'y arriverais pas et que j'aimerais pour autant aider à construire un peu l'environnement de travail d'un doctorant ou d'une doctorante pour qu'elle puisse réussir. Si on peut apporter, et on a apporté des petits déjeuners, des journées de rédaction, etc. Et j'ai côtoyé énormément de doctorants de l'entreprise, recueilli beaucoup de leurs récits aussi au gré de nos rencontres. On faisait ma thèse en 180 secondes interne à l'entreprise et eux-mêmes m'impressionnaient. Ils étaient tous d'une rigueur. Alors, je vous raconte pas les sciences naturelles déjà. Alors, venant des sciences humaines, les sciences naturelles ont cette capacité à impressionner assez naturelle, justement. Et il y en avait beaucoup qui faisaient des thèses type ingénierie, biologie, voilà, sur des sujets très variés. Mais on avait effectivement une relation un peu plus proche que ceux de mon laboratoire, puisqu'on partageait les mêmes conditions de travail et aussi géographiquement, c'était beaucoup plus simple. Donc, on s'organisait des journées pour être ensemble. On s'organisait des visites aussi sur le terrain de notre entreprise pour mieux la découvrir. Donc voilà, un tissu beaucoup plus dense de doctorants et des moyens plus importants forcément aussi. Et donc, au fil de la thèse, il y a quand même un sentiment négatif qui monte. Donc, il y a effectivement, je commence à ressentir que je n'y arriverai pas ou que c'est trop dur pour moi. Ou ma grande phrase, c'était que j'étais trop bête pour ça. Que je pense que je dis encore au moins une fois par jour, comme quoi ça peut laisser des traces. Et un indice assez important, c'est qu'avec l'association des doctorants de mon entreprise, on a travaillé. Alors, j'ai préparé tout un petit séminaire, un petit travail sur le fameux syndrome de l'imposteur. Ayant face à moi des doctorants, j'ai un petit peu fouillé. Donc déjà, le syndrome de l'imposteur, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est pas vraiment un syndrome, en fait, c'est un phénomène, en tout cas traduit littéralement, qui a été formalisé par deux psychologues cliniciennes, donc Pauline Clance et Suzanne Himes, dans la fin des années 70. Et qui en fait est assez simple. C'est une mécanique qui se met en route par la conjugaison de facteurs externes et internes, donc vraiment très prudent sur la formulation, et qui vont s'enclencher pour amener à un mécanisme de type donc masochiste, l'autosabotage. Donc, pourquoi le mot phénomène est important à souligner plutôt que syndrome quand on en entend parler, c'est que déjà, ça peut arriver à tout le monde. C'est pas quelque chose, c'est pas une maladie chronique ou auto-immune que l'on fabrique avec son corps. Hein. Ça peut arriver à tout le monde selon les étapes de sa vie. Et pourquoi aussi c'est assez connu et populaire, c'est que Pauline Clance en a fait un questionnaire
qui est disponible sur son site d'ailleurs, avec un score que tu obtiens à la suite de ces questions. Et biais cognitif oblige, j'avais l'impression de répondre, moi j'avais 100% de réussite au test de Pauline Clance, et je me suis dit, effectivement, il y a un truc en fait, je suis en train de me créer les conditions de l'échec de ma thèse, ça va pas, je pense négativement, et je me suis... Alors, et c'est là où aussi le phénomène de l'imposteur aide beaucoup, c'est que c'est pas une fin en soi, on n'est pas imposteur, point. C'est qu'en réalité, ce que ça a d'intéressant, c'est que ça permet d'avoir une clé de lecture sur pourquoi est-ce que tu te fais ça, quoi. Et 2 pistes là-dedans, et elles sont simples. C'est tu réfléchis à effectivement qu'est-ce qui te bloque dans la réalisation de tes objectifs. Ou 2, c'est est-ce que tes objectifs sont bien à toi, en fait. Ils ont pu être à moi en 2015 et ne plus l'être en 2017 parce que j'étais une personne différente, par exemple. Et quand je me suis vue allouer autant d'énergie et de temps, plutôt que de faire ma thèse, à ce travail-là, je me suis dit qu'en fait, je le faisais pour moi. Et j'ai commencé à dénouer effectivement tous les petits blocages, les petits sentiments que j'avais enfouis pour donner l'illusion. Et à mesure que j'ai défait le nœud, je me suis dit que j'y arrivais pas. Et plus seulement parce que je me sentais trop bête, mais juste parce que je me suis configurée pour une mécanique qui n'allait pas fonctionner jusqu'à la fin et qui du coup s'est enrayée pour en 2018 que j'arrête. Donc la fin de mon contrat, c'était en octobre, et j'ai fait une dépression du coup en octobre au moment où il fallait démasquer l'imposture. J'ai fait une dépression, alors une sacrée dépression, et j'ai réglé les choses. Alors ça, c'est tout à fait personnel, mais à ma manière, j'ai tout envoyé bouler. J'ai fait un arrêt maladie et basta. Et pour renforcer un peu la partie idéale aussi de mes conditions, c'est que j'ai été embauchée à la suite de ça quand même par mon environnement professionnel direct de thèse. Donc, ça a été aussi assez bien géré de ce côté-là. Pas entendu parce qu'à mon avis, Bon, déjà, c'est une manière de fonctionner qui est un peu personnelle, j'imagine. Et puis, c'est une situation qui finalement est délicate et n'appartient qu'aux doctorants. Et moi, il m'aura fallu une aide d'un psychologue en fait pour me sortir de toute cette inextricabilité dans laquelle je me suis enfoncée avec la thèse. Donc voilà un peu les étapes par lesquelles j'en suis passée jusqu'à octobre 2018. Donc tu viens de nous dire que ce séminaire et toutes ces recherches sur le syndrome de l'imposteur, ça t'a poussé en fait à avoir une réflexion sur toi-même, et donc fait partie des éléments qui t'ont poussé à arrêter la thèse. Et est-ce que depuis, peut-être avec du recul, tu as identifié d'autres éléments qui ont fait que tu as pris cette décision, ou est-ce que ça a été vraiment ce travail que tu as pu faire sur toi-même en fait de manière indirecte? Je pense qu'il y a deux familles de facteurs qui ont fait que j'ai arrêté. La première famille de facteurs, ce sont des facteurs objectifs. Disons, avec le recul, je choisirais un autre directeur de thèse parce qu'à mon avis, je l'admirais beaucoup trop. Je buvais ses paroles, je les remettais jamais en cause, et je ne recevais pas en échange la méthode et la rigueur dont j'avais besoin pour moi, bébé chercheur finalement, recevoir l'éducation à la recherche dont j'avais en fait besoin. Autre facteur extérieur, je n'avais pas reçu de formation à la recherche non plus. Donc, je ne savais pas traiter des données, je ne savais pas mener des entretiens, je ne savais pas... même lire un article de recherche pouvait être un peu difficile par moments parce que je n'avais pas la bonne compréhension de ce que je lisais. Et je n'ai pas, et ça c'est ma faute aussi dans les facteurs objectifs, j'ai beaucoup repoussé l'enseignement de l'école doctorale parce que je m'estimais surchargée avec mes propres enseignements à dispenser par ailleurs. Et en fait, avec le recul, évidemment que j'avais besoin d'un socle de connaissances, comme n'importe qui, un socle de connaissances de base pour mener à bien une recherche, ne serait-ce que dans sa partie méthodologique.
je pense, hein. Et notamment parce qu'on construit aussi objectivement la légitimité de son travail de recherche par la rigueur de la méthode que l'on emploie, etc. Et tout ça, je n'avais pas acquis les outils pour le faire. Mais je l'ai réalisé beaucoup trop tard. Dans les facteurs, la seconde famille de facteurs qui ont mené à cet échec, elle est beaucoup plus personnelle, mais je pense que beaucoup peuvent peut-être s'y reconnaître. Elle est beaucoup plus personnelle. C'est tout un ensemble de valeurs qui m'ont fait à la fois tenir le coup et en même temps rendre l'échec si répercutant. Donc, je pense qu'on a souvent l'occasion de parler du paradoxe du prestige du doctorant, où malgré la précarité de la situation, des conditions de vie d'un doctorant, on leur confère quand même un prestige social déjà. Alors notamment moi, dans ma famille, personne n'avait fait de bac+8, donc c'était déjà exceptionnel. Puis j'étais très bonne élève depuis mes 3 ans, où j'étais certainement un génie d'après ma mère, donc j'ai suivi la route toute tracée. Et un prestige intellectuel que je me suis un peu construite, notamment par l'expérience professionnelle au laboratoire, en côtoyant tous ces chercheurs que je me suis mise à admirer, même les gens que je rencontrais en conférence de mon âge, je me disais, oh, ils sont si intelligents. Et je me suis dit, en fait, je me suis répété que moi, je ne serais jamais aussi intelligente. C'est pas possible. J'avais pas la même répartie, mes propos n'avaient pas de teneur aussi brillante que les leurs, etc. Et du coup, voilà, je me suis piégée dans une spirale. Et pourquoi je les identifie explicitement maintenant, c'est qu'à mon avis, alors c'est une première étape peut-être, mais identifier qu'ils existent, c'est aussi peut-être éviter de se piéger tout seul là-dedans, d'en parler et de surtout enrayer la machine qui, une fois qu'elle est lancée, moi, elle a duré 3 ans, c'était épuisant et je pense que j'ai pas encore détruit toutes les mécaniques qui se sont mises en place à ce moment-là. Peut-être qu'en les identifiant, on peut se faire aider, une aide extérieure peut parfois être utile parce que on n'est pas, alors déjà on n'est pas tous voués à finir la thèse, c'est un métier comme un autre. Et puis, ça fait partie un peu du socle universitaire. Donc, si on ne veut pas faire de recherche, un moyen de le savoir, c'est de rater sa thèse. Voilà, je pense que je ne veux pas faire de recherche. Et puis, ça permet aussi de ne pas avoir de répercussions trop fortes sur la vie personnelle, parce que ça fait de vous quelqu'un d'autre à un moment donné. Donc oui, et puis je me suis fait aider bien sûr par un psy pour identifier tout ça, mais ça permet d'en apprendre beaucoup sur soi, donc c'est une expérience malgré tout, un échec malgré tout très instructif. Qu'est-ce qui a été une ressource en fait pour toi à ce moment-là, pour essayer de sortir de cet isolement et d'oser justement parler peut-être à quelqu'un, alors que ce soit au labo ou dans ton entreprise? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi en fait à prendre cette décision? Est-ce que tu as eu une personne ressource? Est-ce que tu as eu d'autres déclics, en fait, des ressources matérielles aussi qui ont pu t'aider à t'en sortir et à prendre cette décision? Je pense qu'on peut pas dire que j'ai réussi mon échec. Malheureusement, j'ai pas réussi ma sortie de thèse. Il a fallu que je pète un plomb, et quand je dis pète un plomb, je suis arrivée en larmes au bureau et j'ai pleuré pendant 3 heures au bureau et c'était terrible. Donc, je ne crois pas avoir réussi ma sortie. En revanche, la pente glissante vers la sortie a peut-être été moins pénible parce que j'étais très bien entourée. Alors déjà, les doctorants et les docteurs sont des personnes très empathiques. Dans ceux que j'ai côtoyés en tout cas, je partageais mon bureau avec une très bonne amie qui a réussi sa thèse et à ce moment-là, elle seule semblait me comprendre alors qu'elle avait réussi. Je côtoyais par ailleurs d'autres personnes qui avaient aussi réussi et qui comprenaient la difficulté et qui, malgré tout, eux, cherchaient à m'encourager à terminer. Donc, une ressource géniale en termes de compréhension, mais ne mettaient pas des mots sur ce que je voulais vraiment finalement. Et je me demande si c'est pas ma mère une fois qui a dû me dire, ou mon père qui a dû me dire, non mais ça sert à rien de continuer. Si ça va pas, je sais plus. Quelqu'un un jour m'a sous-entendu l'idée que si je voulais, j'arrêtais et puis voilà. Et je pense que l'idée a mûri jusqu'à lâchement péter un plomb, parce que je pense que c'était aussi pour m'éviter des discussions trop sérieuses à base de j'arrête que j'ai pété un plomb. C'est plus facile pour faire comprendre à tout le monde sans ne rien dire qu'on veut plus faire ce qu'on fait.
Mais voilà, mon entourage était très, très proche, empathique et plein de compréhension. Et évidemment, alors, je le répète, les conditions matérielles étaient très bonnes. J'avais un toit, je partageais mon foyer avec quelqu'un, j'arrivais à payer toutes mes factures. Donc la précarité matérielle n'ajoutait pas un facteur d'anxiété supplémentaire, ce qui peut rendre parfois la situation d'autant plus catastrophique pour le doctorant. J'avais au moins ça pour moi, je n'avais pas cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Et est-ce que tu peux nous dire comment cette nouvelle, en fait, de ta décision d'arrêter la thèse a été prise, que ce soit par ton labo et par son entreprise? Est-ce qu'il y a eu des réactions différentes? Et est-ce que toi, ça t'a aussi, ça a contribué à te refaire hésiter ou finalement, ça t'a plutôt aidé à affirmer ta décision? Globalement, ce qui caractérise mon après-thèse, c'est le silence. Alors, de toutes parts, moi, j'en ai très peu parlé. Je pense que c'est l'une des premières fois, alors que ça fait 2 ans que j'en reparle aisément. Alors, j'en parlais beaucoup à mon psy. Hein, si vous cherchez un psy spécialisé en doctorant à Paris, j'ai une très bonne adresse. Mais j'en parlais pas à mes parents, j'en parlais pas. J'ai plus parlé à mon directeur de thèse. On n'a pas parlé depuis 2 ans. Mon encadrant m'a embauchée dans le plus grand des silences que pour moi était inestimable puisque je n'avais pas besoin de me justifier et pour autant il me donnait un travail, donc on est resté dans ce non-dit permanent et puis il me voyait en état, j'étais vraiment pas en état de toute façon de recommencer. J'ai, pendant quelques mois, un peu, je me suis menti à moi-même en disant « Ah, mais je vais me mettre à 80% sur mon poste et 20% je vais continuer la recherche ». Et je me suis dit que ça fonctionnait pas dans ma manière d'envisager cette période d'après. J'étais crevée, j'étais psychologiquement complètement à la ramasse, quoi. Il fallait vraiment, quand bien même j'adorais encore mon sujet, il fallait couper, quoi. Il fallait vraiment couper net. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne globalement, hein, et là, ça s'est avéré être nécessaire. Il a fallu couper pour que je me sente plus redevable, que je n'ai plus l'impression de devoir rendre des comptes et encore moins à moi-même, puisque ça m'a mise dans cette situation-là, quoi. Et justement, donc tu parles de ce silence. Et aujourd'hui, pourquoi tu as voulu témoigner en fait dans cet épisode sur l'arrêt de thèse? Pourquoi ça a été important pour toi de porter cette voix? Je pense que comprendre l'échec, c'est le meilleur moyen d'en faire quelque chose. J'ai longtemps traîné et alors je pouvais même pas en parler sans en pleurer jusqu'à il y a 6 mois, je pense. C'était très délicat et je savais pas quoi faire de ça en fait. C'est dans sa vie avoir un gros échec, parce que ça reste un gros échec, c'est lourd à porter. Et moi, j'avais l'impression de me le traîner, j'en parlais pas, c'était tabou, j'en parlais avec beaucoup trop d'émotions par rapport à finalement ce que ça a eu comme conséquence sur ma vie, maintenant encore, je vis dans de très bonnes conditions, donc on ne peut pas dire que ça ait des conséquences trop structurelles, mis à part voilà, l'aspect psychologique qui a été plus délicat à reconstruire. Et finalement, ces 6 derniers mois, je pense que le confinement aide beaucoup aussi à cette introspection, m'a donné envie de parler de l'échec dans le sens où on peut en faire quelque chose, mais notamment parce qu'en fait, moi, j'ai jamais autant appris sur moi qu'en faisant l'expérience de cette thèse et de l'échec de cette thèse et de comment on s'en sort ensuite. Et puis, je trouve ça aussi... moi, j'adore parler des échecs des gens, en fait. Parce que parler des réussites des gens, c'est ce qui m'a fait rater ma thèse, parce que je développe une admiration sans fin. Et je suis là, oh, mais t'es tellement génial d'avoir réussi ça, c'est trop bien. Moi, j'ai jamais rien réussi. Alors que quand je parle de mon échec et des échecs des gens avec lesquels je parle, déjà, je me sens plus à l'aise. Bêtement, je me sens plus à l'aise. On partage l'expérience de l'échec, d'un échec un peu profond. Pour nous personnellement en tout cas, et on ressort toujours des choses très intéressantes sur la résilience, l'autocritique, la créativité qu'on met aussi à se faire un monde de choses qui sont pas si importantes, en tout cas relativement à sa santé et à sa santé mentale aussi, qui est très importante.
Et voilà, au fur et à mesure de ces discussions-là, je me suis dit que partager l'expérience de l'échec et ne pas forcément en faire un discours sur le rebond, forcément, mais vraiment juste posément se dire j'ai échoué. Pourquoi j'ai échoué, ce serait chouette de le savoir, parce que si ça vient un peu de moi, je veux savoir est-ce que vraiment c'était mon objectif de faire une thèse, ou est-ce que j'avais une pression, je me suis mise une pression un peu bêtement. Ça permet de comprendre plein de trucs. Et puis si rebond il doit y avoir, ça viendra, c'est pas grave, mais ça viendra peut-être dans des conditions un peu meilleures que si j'avais pas échoué avant, quoi. Peut-être que là je suis plus apte à savoir de ce dont j'ai besoin pour réussir à faire quelque chose, quoi. Et quels conseils tu donnerais à des personnes qui seraient dans la situation où tu étais en fait il y a 2 ans et demi, 3 ans? C'est dur de donner des conseils à quelqu'un qui serait dans ma situation parce que c'est un sentiment d'enfermement qui rend presque impuissant. Cela dit, si quelqu'un entend mon histoire et se trouve dans cette situation, je dirais d'arrêter tout de suite. D'arrêter tout de suite, en fait, de faire une pause si la pause semble suffisante, mais d'arrêter tout de suite parce que la thèse, ce qui fait sa force et sa richesse, et ce qui, moi, me plaisait, c'est que c'était un sujet qu'on aimait aussi, c'est un sujet qu'on aime, qu'on porte. Donc, il est perso de toute façon, et s'il doit revenir sur la table, il reviendra d'une manière ou d'une autre. Moi, je réfléchissais à une newsletter sur mon sujet, voilà, parce que je lis encore dessus, donc une autre forme peut-être moins prestigieuse, intellectuellement moins rigoureuse, c'est très certain, puisque la thèse a ça d'avantageux aussi. Mais je dirais, stop. Faut pas, l'enfermement et le cercle vicieux est peut-être tellement fort, avoir un pouvoir d'entraînement tellement fort que moi, j'ai tenu 3 ans. J'ai fini épuisée, mais j'ai tenu les 3 ans. Mais au prix de quoi? Au prix peut-être d'une santé mentale un peu bancale pendant les 2 ans qui m'ont suivi, quoi. Et ça, c'est un peu trop cher à payer comme prix, je pense. Notamment à des âges 20 à 40 ans où on se construit. Donc, il faut savoir dire que cette brique-là sur le mur de notre vie, on peut elle sert à rien, on va faire autre chose et puis on va voir comment on se construit autrement et puis on teste, c'est une période de test et il faut voir la thèse comme un test. Pour ceux qui se sentent enfermés en tout cas, il y a une porte de sortie, il faut la prendre. Merci à Cécile d'avoir parlé avec nous au micro de Thésard. Elle nous a aussi donné ses recommandations culturelles qui sont Écrire les sciences sociales de Howard Baker, un livre qui, nous la citons, explique parfaitement la particularité de la science sociale en tant que science, la rigueur qu'elle nécessite pour se sentir légitime en tant que science, mais aussi des conseils extrêmement pratiques sur la rédaction. Cécile a aussi recommandé les Ig Nobel Prize, un prix parodique, humoristique, mais qui donne aussi matière à réfléchir et qui, pour elle, permet parfois de calmer la grande question du sens de nos recherches. Nous nous retrouvons dans 3 semaines pour la suite de cette série consacrée à l'arrêt de la thèse. Merci à vous d'avoir écouté Thésard jusque-là. Le générique est réalisé à partir d'un morceau de Tilif. Vous pouvez toujours nous retrouver et partager avec nous vos remarques et questions sur Instagram et Twitter @thésard-es ou par email thésard.es@gmail.com. Pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast. Courage pour vos thèses, mais surtout pour tout le reste.